numéro de votre émission 100% Bénin sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. 2016 a été une année de souffrance et de terreur marquée par de multiples atteintes aux droits humains perpétrées par des gouvernements et des groupes armés. C'est ce qui ressort du rapport 2016-2017 d'Amnesty International, récemment rendu public, sur la situation des droits humains dans le monde. Au Bénin, par exemple, bien que des efforts fournis méritent d'être salués à juste titre, ce rapport démontre clairement que les violations des droits de l'homme continuent d'exister. Des restrictions au droit à la liberté d'expression et de réunion, aux usages de force excessives contre des manifestants pacifiques, en passant par le surpeuplement des prisons, le Bénin a été bel et bien étiqueté. Et même si le pays est devenu le 8e État membre de l'Union africaine à autoriser les ONG et les particuliers à saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, du chemin reste à faire pour que le respect des droits humains soit une réalité. Et pour décortiquer le cas du Bénin à travers ce rapport d'Amnesty International, j'ai avec moi deux défenseurs des droits humains. À ma gauche, Fidèle Kikan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À ma droite, nous avons Ralmeig Gandaro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ONG Changement Social Bénin. Merci d'être sur ce plateau de 100% Bénin. C'est un plaisir. Fidèle Kikan, après la publication du rapport 2016-2017 d'Amnesty International, quel état des lieux pouvons-nous faire de la situation des droits humains au Bénin? Déjà, globalement, ce rapport qui doit être le 56e de Amnesty International selon notre tradition, vous avez bien planté le décor. 2016 a été une année de terreur tout simplement par rapport aux droits humains, et ce rapport met en évidence 3 messages clés. Le premier message, c'est que nous avons constaté dans la plupart des pays dans le monde et en Afrique qu'il y a eu une politique de diabolisation de nous contre eux qui a été pratiquée par les hommes politiques et les divers gouvernements et qui a créé une ambiance de peur et de division au niveau des populations, ambiance dont les politiciens ont encore cyniquement profité pour pouvoir insérer des initiatives soit légales, soit réglementaires, soit de répression pour pouvoir faire reculer les droits humains. Le deuxième message de ce rapport, c'est que la communauté internationale, régionale et nationale a simplement fermé les yeux sur les atrocités qui ont été commises. Je ne vous parle pas du Yémen, je ne vous parle pas de la Syrie, de l'Iran, du Burundi, de la Côte d'Ivoire même à côté, du Nigeria, du Bénin. Donc, cette fermeture des yeux, cette politique d'autruche des grands gouvernants qui devraient être des grands pays qui ont été longtemps des leaders de la protection des droits humains, qui sont plus occupés aujourd'hui à violer les droits humains chez eux qu'à faire de l'influence au niveau de la coopération internationale pour pouvoir interpeller les États qui ne s'occupent pas, qui ne respectent pas les engagements internationaux. Donc c'est ce que nous appelons les atrocités. Je ne vous parlerai pas de tout le désordre qu'il y a au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU avec la guerre contre les droits, avec l'instrumentalisation du droit de veto pour pouvoir commettre justement les atrocités. Alors, et le troisième message, j'allais en finir, le troisième message, c'est que quand nous nous retrouvons dans une situation comme ça, qui va défendre les droits humains? Et la réponse du rapport est sans embâche, c'est les populations à la base. On n'attend plus beaucoup de choses des gouvernements, c'est maintenant nous-mêmes de pouvoir défendre nos droits et de faire suffisamment de pression. Et l'exemple de la Gambie est un exemple palpant. Le peuple gambien, même oppressé jusqu'à son dernier retranchement, a pu trouver le ressort pour pouvoir le faire. Et le Bénin, par le passé, a pu le faire. Et donc, c'est l'invite de ce rapport. Alors, venons-en au cas du Bénin. Est-ce que le respect des droits humains a avancé ou reculé en 2016-2017? En plus de ce que le Bénin a été le 8e pays à autoriser ses citoyens, encore que ces citoyens puissent être bien instruits à leurs droits et puissent connaître comment est-ce qu'il faut les revendiquer, a été le 8e pays donc à permettre à ses citoyens de saisir la Cour africaine de justice. Je peux ajouter d'autres réussites comme le vote du code de la loi sur les travaux d'intérêt général.
finalement, la commission qui devrait présider à la mise en place de la Commission béninoise des droits de l'homme a été mise en place. Nous avons récemment l'initiative du ministre du garde des Sceaux qui a pris une politique pénale très ambitieuse. Il y a eu des avancées qui ont été faites. Mais, puisque vous me demandez la situation, je fais juste une analogie par rapport au rapport 2015-2016. En 2015-2016, on en était à une situation où des étudiants étaient arrêtés, bastonnés dans la rue, empêchés de manifestation. 2016. En 2016-2017, on se retrouve exactement dans la même situation. Des étudiants, et pire maintenant, des étudiants qui sont interdits simplement et purement simplement, de façon arbitraire, d'exister en tant qu'association. Et même quand ils ne sont plus en tant qu'association et qu'ils veulent maintenant s'exprimer en ayant même se réfugier dans un hôtel de refuge, on va les chercher avec de l'eau bouillante et pimentée. Donc globalement, on peut constater globalement, il y a eu un recul dangereux des droits humains. J'ajoute dangereux parce que les mêmes personnes auxquelles on avait fait confiance, qu'on avait même protégées pour qu'eux, ils s'expriment en son temps, sont maintenant au pouvoir. Et c'est malheureusement eux qui empêchent les autres de s'exprimer. Qui empêchent les autres de s'exprimer et qui mettent sous scellé le cri sonore de la liberté d'expression. On va revenir à vous, M. Fidèle Kikan, Ralmeg Gandaro. Comment, selon vous, peut-on apprécier la situation des droits humains au Bénin en 2016? Je crois que le directeur d'Amnesty a pratiquement tout dit. Ce que j'ai retenu, moi, personnellement, c'est qu'il faut partir de la cause du problème. Et il a utilisé un mot, la diabolisation. C'est le nous contre eux, en fait. Vous savez que la politique, c'est le champ d'expression, en fait, des acteurs engagés pour la gestion de la cité. Gestion de la cité sur la base du convenu social, du contrat social. Un contrat social empreint de valeurs et de principes auxquels nous avons tous consenti. C'est comme ça partout dans le monde entier. Et depuis les fondamentaux avec John Locke, Rousseau, Montesquieu et consorts, c'est ce que Max Weber, c'est ce que nous avons retenu. C'est sur ça que la politique est perçue. Et puis voilà. Mais vous savez, lorsque la politique connaît une mutation dangereuse et sort donc de l'approche de la gestion de la cité de l'État pour les intérêts des contractants et au mieux vivre ensemble, et échappe donc à ce concept-là et va dans un concept d'État-marché. Et c'est effectivement le nous contre eux. Lorsque vous avez le milieu des finances qui fait une incursion dangereuse partout dans le monde entier, dans un domaine qui n'est pas le sien, qui, au-delà des espaces qui lui étaient consentis traditionnellement pour faire du commerce, estime maintenant qu'il faut élargir l'espace, qu'il faut prendre plus de pouvoir. Et vous savez, ils n'ont pas été à l'école du convenu social. Ils n'ont pas pris d'engagement par rapport au convenu social, par rapport aux valeurs et principes. Et donc, de cette incapacité déjà à laquelle ils sont exposés, ces acteurs des milieux des finances, ne peut résulter qu'une violence parce qu'ils n'ont jamais établi en fait une passerelle. Ouais, on a dû les forcer à coup de conventions internationales pour parler de contribution au développement local, les multinationales, tout ça, ainsi de suite. C'est avec le temps que même les politiques traditionnelles avec qui les populations de la base travaillent sur la base des idéologies, gauche, droite, des valeurs partagées, des attentes sociales, tout ça, ainsi de suite. Progressivement, on a amené ces multinationales-là, toujours parlant des droits de l'homme, à devoir contribuer au niveau local par rapport aux bénéfices qu'ils font, tout ça, ainsi de suite, tout ça. Pour dire en fait que et c'est comme ça que vous avez, pendant qu'un individu, lui seul, a un avion de voyage et un jet privé, des gens n'ont pas de chaussures, de tapettes pour marcher. Voyez-vous. Donc, c'est progressivement qu'on a travaillé à leur ouvrir les yeux pour leur dire, oui, tu es dans un avion, dans un jet privé, toi seul. Il faut aider quand même pendant que l'autre soit au moins à vélo, l'autre soit au moins à voiture, soit au moins à moto. Donc, c'est ça. Et c'est une discussion qu'ils ont du mal à comprendre. Ça les énerve, parce que c'est un autre monde. Globalement, le milieu des finances, c'est world apart. Partout, quand vous les voyez dans le monde entier, ils sont en train de prendre le pouvoir d'assaut. Vous voyez en France la macronisation. Un banquet de roche et du circuit qu'il sort, et vous voyez un peu. C'est le Trump bis français, ce monsieur-là. Ainsi de suite. Pour dire quoi? Pour dire en fait que
l'approche, le mot qu'il a utilisé là, la diabolisation, le nous contre eux là, c'est un problème maintenant que nous allons à régler. L'activisme moderne du 21e siècle doit faire face à ça maintenant. Il faut qu'on humanise le milieu des finances. Le milieu des finances doit être humanisé. Vous voyez la situation par rapport au Bénin qu'il pose, la restriction des libertés, tout ça, aux syndicalistes, aux étudiants, à la presse. Vous voyez l'inconfort dans lequel vous nous recevez. Traditionnellement, ce n'est pas dans ce cadre qu'on me recevait. J'estime que c'est de l'inconfort dû à une situation conjoncturelle que vous vivez, que Dieu vous garde. Mais vous voyez, quand on en vient là, dans ce contexte-là, c'est parce que justement, il y a défaut de dialogue. Vous avez en fait des acteurs politiques en griffe, des acteurs qui se retrouvent de façon conjoncturelle en politique et qui le disent, ils ne sont pas politiquement fins, ils le disent ouvertement eux-mêmes, et qui n'ont pas l'approche du dialogue sur la base des convenus, sur la base du contrat social. Ils n'ont pas l'approche du dialogue. Puisque vous n'avez pas les mots pour le dialogue, vous brutalisez. C'est pas tout comme ça, hein. Petit papa que je suis, quand je suis coincé par ma petite fille, mais bon, je joue le Dracula, hein. Et puis voilà, et puis j'évolue. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, est-ce que cela voudrait dire que les droits humains, le respect des droits humains a reculé au Bénin? Non mais écoutez, faites foi à Amnesty International, hein, il y a de la méthode, une démarche, tout ça là, donc je ne vais pas lui prendre la parole sur ça. C'est-à-dire qu'il a dit, c'est le constat. Nous, quand c'est nous, Champ Social Bénin, ou bien d'ONG locale, la 4, ou bien, je ne sais pas, Réseau de défense des droits de l'homme du Bénin, tout ça là, nous aussi, dans la semaine, nous avons sorti une déclaration qui va dans la même logique que le rapport. On a fait le point avec la situation des droits de l'homme. Il y a A4 Bénin, Champ Social Bénin, SOS Civisme, le Réseau des droits de l'homme du Bénin, tout ça là, qui se sont, dans une intelligence, dans une synergie donnée, travailler sur la question. Bon, tu sais, quand c'est nous, ils peuvent toujours dire, oh, c'est des aigris du pays, bon, c'est des gens, bon, ils n'ont pas. Mais bon, quand des institutions accréditées auprès des Nations Unies, qui ont titre d'observateur, ainsi de suite, qui ont certaine crédibilité, en viennent à reproduire exactement les mêmes choses que nous avions sorties il y a 3 jours dans notre communiqué, et dans notre déclaration de presse, ils reviennent encore à sortir ça. Ça veut dire que nous sommes dans la droite ligne, donc ce n'est pas la peine de répéter fidèle sur ces allégations. Mais j'essaie d'expliquer le contexte, parce que je ne sais pas que je suis historien ou bien que j'ai toujours appris, c'est chez moi une démarche. Quand vous avez un problème, allez chercher l'essence du problème. Et quand vous trouvez ça maintenant, ça vous permet de dialoguer avec l'acteur qui est en face. Ils sont dans un autre monde. Hein. Et selon vous, c'est quoi l'essence du problème? C'est ce que j'ai expliqué. C'est ce qu'il a dit, la diabolisation, le nous contre eux. Justement. Et c'est vrai, nous sommes dans un contexte de nous contre eux. Maintenant, comment ne pas complètement crisper l'atmosphère? Il faut trouver les moyens d'établir la passerelle pour que ce ne soit pas vraiment dans la durée le nous contre eux. Il faut trouver l'approche de les amener au dialogue. Il faut trouver l'approche de dire à celui qui estime que parce qu'il travaille, parce qu'il est dans la philosophie de la responsabilité individuelle et il se bat, il est si, donc il peut, dans l'élan du capitalisme spéculatif, être lui en avion pendant que les autres, sous l'emprise de la responsabilité collective et qui peut-être sont toujours dans la paresse qu'il estime, qui sont voilà, donc peuvent traîner sans chaussures. Il faut lui expliquer quand même que nous sommes partis d'un contrat social. Et que dans chaque espace géographique, il y a la marche progressive des valeurs et des principes. Et qu'on ne les arrête pas en coup de chemin comme ça. Et qu'il faut toujours travailler dans une certaine harmonie, voyez-vous, à ce que la dignité humaine, qui même est le capital humain dans le monde des finances, même si la science leur a donné assez de mesures alternatives, que la dignité humaine soit préservée. C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui en activité avoir autre discours, autre approche de décision avec ces gens-là. Et j'apprécie beaucoup la formulation, la diabolisation, le nous contre eux. Franchement, c'est le contexte. Justement, parlant de diabolisation, l'expression diabolisation, politique de diabolisation, l'expression revient. Monsieur Kikan, à quoi vous identifiez cette politique de diabolisation au Bénin? Déjà, essayez de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et dans les médias. Dès que vous osez dire que le PAG qui nous a été révélé avec beaucoup d'emphase est un document qui ne fait pas de la place aux droits humains, qui ne fait pas de la place aux PME, qui ne fait pas de la place à la petite dame qui est au bord de la voie, qui d'ailleurs, heureusement, a été déguerpie et qui doit s'occuper de ses oignons, tant pis si elle meurt. Quand vous osez dire ça, mesurez un peu comment est-ce que tout vous tombe dessus.
On ne fait plus la différence au Bénin entre défenseur des droits humains et un opposant politique. On ne fait plus la différence au Bénin entre défenseur des droits humains et un syndicaliste. Ça, c'est le nous contre eux. On commence à dire, oui, ben voilà, c'est des institutions internationales, elles sont manipulées, c'est des gens qui reçoivent de l'argent, c'est des gens qui crient parce qu'ils veulent des postes évêques. Et là, je pense qu'ils ont une certaine opinion politique a raison de le faire, parce que parmi ceux qui sont là aujourd'hui, nos respectables autorités qui sont là aujourd'hui, il y en a qui malheureusement ont pris ce chemin aussi, qui ont crié avec nous entre-temps. Nous avons tous soutenu Mercredi Rouge dans ce pays. En mai 2015, le rapport 2015-2016 d'Amnesty a soutenu et a condamné toutes les exactions contre les manifestants dans la rue en mai 2015. Pourtant, à l'intérieur de ce qui s'est passé en mai 2015, quand on constate le contenu du message, ce n'était pas un contenu qui était supportable. Mais nous ne sommes pas préoccupés du contenu, mais nous nous sommes préoccupés du principe de ce qu'il faut donner la possibilité à l'individu de s'exprimer. Quand les gens rentrent dans la rue en mai 2015, pour dire qu'ils vont déboulonner un président démocratiquement élu, nous ne sommes pas prononcés là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on estime que parce qu'il y a des étudiants qui recrutent des militaires, qui recrutent de ceci encore, qu'il faut que cela soit juridiquement prouvé, on décide contre l'article 25 de notre Constitution de prendre un décret au lieu d'une loi pour pouvoir régenter ces associations. Ça, c'est le nous contre eux, c'est de la diabolisation. On est en train de jeter ces enfants-là, ces jeunes-là, en partie à la population. Quand on décide de mettre, je disais tout à l'heure, les gens qui ont conçu notre hymne national, à moins que les réformes politiques et institutionnelles en cours veuillent changer aussi notre hymne national et veuillent changer notre drapeau et le symbole que cela. Les gens qui ont conçu notre hymne national veulent que l'enfant du Bénin soit debout. Et l'enfant du Bénin debout, c'est l'enfant du Bénin qui revendique ses droits, qui marche. Et je suis content avec une autorité de ce pays, qui est d'ailleurs ministre maintenant, quand il disait « Vous n'avez aucune obligation de demander ni au président de la République, ni au maire, ni au préfet une autorisation avant de marcher. » Il a raison. Parce que le Bénin, jusqu'à présent, nous sommes dans un régime déclaratoire. Mais les pratiques, l'absence de loi a fait que progressivement, les dirigeants ont complètement érodé cette liberté que nous avons et ont institué cela en droit et ont institué des lignes rouges. Pourtant, non seulement l'enfant de Bénin devait être debout, mais la liberté de son cri doit être sonore. Mais la liberté de ce cri aujourd'hui est sous-scellée. Les organes de presse qui sont mis sous-scellés arbitrairement, contre même la loi organique. Donc, c'est des décisions suffisamment graves qui, si elles devaient survenir, en l'entendement d'Amnesty International, devraient être le fait d'un juge qui se prononce sur la question. C'est pour ça que nous avions demandé à ce que cela soit levé. Mais comme il le dit, puisque peut-être nous avons des gens, de par leur contexte, de par leur philosophie, qui n'ont pas l'entendement de ce dialogue, nous en sommes au statu quo, où, à la volonté du prince, on ouvre quelques organes et on maintient d'autres. Et dans ce maintien, je ne sais pas si ce qui se passe dans ce pays, on réfléchit un peu. Moi, j'ai payé le mois dernier CanalSat pour un certain nombre de chaînes. Et sans me consulter, cet opérateur qui a pris mon argent m'enlève une chaîne. Je ne parle pas encore du gouvernement qui a demandé à ce que cela soit fait. Je parle de CKTV qui a été enlevé de ce bouquet. C'est une violation de mes droits de consommateur. Si j'attaque de mes... Écoutez, vous achetez 3 tomates chez quelqu'un, c'est à 100 francs. Et il vous poursuit à la maison, il vous enlève une. Vous lui dites quoi? Soit tu reprends tes tomates et tu me donnes mes 100 francs, soit on calcule le prorata et tu me retournes, tu me retrocèdes de la monnaie. Mais comment est-ce que tout un peuple a été aussi infantilisé comme cela? On va revenir la sur liberté de cri doit rester sonore dans ce pays, malgré les scellés, malgré l'eau bouillante, malgré toutes les intimidations, malgré toutes les diabolisations que nous sommes des opposants et autres.
On va revenir certainement sur les questions de violation des droits, des libertés d'expression. Ralmeg Gandaro, cette politique de diabolisation finalement qui étend ses tentacules, comment est-ce qu'on peut y faire face en tant qu'activiste? Qu'est-ce que vous y pensez? Je crois que en tant qu'activiste, moi j'ai toujours requis de mes jeunes frères étudiants de la démarche, de la méthode. Et j'ai toujours requis d'eux un comportement exemplaire. Voyez-vous, dans un passé récent dans ce pays, pour des intérêts politiques, les mêmes autorités politiques aujourd'hui que nous avons ont toléré des propos, comme il a mentionné, des propos et des comportements hors moral de ces jeunes-là. C'est un peu comme, pour faire du syllogisme, un peu comme le dit le doyen Oriou, c'est du genre périsse la morale, périsse la morale, que périsse l'État. Vous voyez, donc on a contribué à ce que l'État périsse, et à ce que la morale périsse. Et parce que justement il y avait des visées politiques, parce que visiblement il y avait des enjeux, il y avait des intérêts politiques. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, on n'est pas prêt à faire face à ces responsabilités pour pouvoir cautionner ça là par le passé. Vous voyez un peu ce que je dis. Moi, je n'ai jamais toléré la pagaille. L'activiste que je suis, et pour avoir été aussi à l'école d'Amnesty International, et on nous apprend à revendiquer avec méthode. Avec respect de ce qu'il y a comme loi, avec respect de ce qu'il y a comme valeurs morales, tout et tout. Nous sommes ancrés dedans. Nous autres. Donc, pour vous rassurer, en fait, que nous allons résister. Et comme il le dit, le cri sonore va souvent retentir. Mais pas dans le non-respect des lois. Nous allons, en républicains, en citoyens, respecter des lois, résister dans ce combat dans ce combat de diabolisation. Et vous savez, et comme ils savent très bien qu'ils ont affaire à des acteurs aujourd'hui et qui les ont relayés et qui les ont remplacés, à des acteurs aujourd'hui qui sont très légalistes et très respectueux des valeurs républicaines. Et il y a actuellement la tendance à sacrifier les acquis constitutionnels et aussi à rédiger tant constitution ou bien loi scélérate de nos libertés. Donc, ce qui est plus dangereux, ce qui sera plus dangereux dans les prochains mois, c'est que puisqu'ils savent que nous sommes très respectueux des lois, puisqu'ils savent que nous sommes de très bons fils de ce pays, dans notre manière, dans notre démarche de faire l'activisme, il y a des velléités à retoucher certaines lois, à retoucher certains documents fondamentaux de ce pays, pour que nous ne soyons même plus en mesure, même dans l'activisme pacifique que nous faisons actuellement, de continuer par le faire. Voyez-vous. Donc, essayons d'anticiper. C'est vraiment compliqué et nous sommes pris du coup, nous sommes pris par le temps. À l'heure où on parle, il y a des sessions extraordinaires, il y a des documents sur la table du Parlement. Il y a donc, je ne parle plus en fait des violations déjà en cours maintenant ou bien qui ont été. Mais c'est de la grande menace d'avoir de nouvelles lois, de nouveaux documents, de nouveaux instruments juridiques liberticides. C'est ça en fait. Et que dans ce contexte-là, à dessein, depuis 2012, on a voté la loi pour la mise en place de la CBDH. 2014, 2013, 2014, le décret a été pris. Mai 2014, le décret a été pris pour la mise en place de la commission. 2014, et la loi a prévu que 3 mois après la prise du décret, on installe la commission. 2014, à ce jour, elle n'est pas installée. Mais dans ce temps, pendant ce temps, les instruments juridiques sont en train de connaître une mutation dangereuse. Entre-temps, on a voté le code pour l'information, votre code à vous. Mais vous êtes passé de la loi de 61 et de celle de 97 sur les délais de prescription et par rapport aux infractions de presse de 3 mois pour l'autre dans l'autre loi et de 4 mois dans l'autre loi. Vous êtes passé maintenant à 3 ans, je crois. Voyez-vous. Et c'est-à-dire que nous avons des acteurs politiques qui sont en train de rompre le contrat social. Une certaine complicité ils sont en train de rompre le contrat social. Vous avez vu dans ce pays en 2011, rien que pour les intérêts économiques, d'un acteur qui avait reçu
c'est-à-dire une grosse concession d'État, hein, dans une célérité déconcertante. 8 septembre 2011, 22 septembre 2000, pour citer les dates, hein, introduction de la loi, 22 votes, 30 conformément à la Constitution, et puis le 2 octobre, le chef de l'État a visité les bureaux pour voir si les douaniers étaient au bureau. Je veux parler de la loi privative droit des grèves aux douaniers. C'est-à-dire que nous assistons à une remise en cause totale des acquis en matière de droits de l'homme au Bénin. Nous allons évoluer. Et ça, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup aimé l'approche, c'est-à-dire comment on s'organise maintenant pour appeler à ces acteurs-là que nous ne voulons pas d'un développement à la formule rwandaise. Nous n'en voulons pas. Si c'est ça le modèle qu'on doit nous donner, nous n'en voulons pas. Alors, parlons de la remise en cause des acquis. Lorsqu'on parcourt un peu ce rapport d'Amnesty International, on constate que l'un des premiers points sur lesquels le Bénin a été étiqueté, c'est la liberté d'expression et de réunion. À en croire le contenu du dit rapport, les droits de liberté d'expression et de réunion pacifique sont restés soumis à des restrictions. Sur quel facteur s'est fondée une telle conclusion d'Amnesty International? Malheureusement, le Bénin est habitué à ces faits. Vous regardez les différents rapports des 10 dernières années d'Amnesty International Bénin, d'Amnesty International dans le monde entier, je veux dire, et dans le chapitre Bénin, vous vous rendrez bien compte que le Bénin a été successivement retenu pour des violations et des restrictions graves de l'espace civique. Alors, pour vous en donner quelques exemples au titre de l'année 2016, j'espère que vous avez entendu parler des événements de Banter, qui sont d'ailleurs liés à une certaine connotation politique. Mort d'homme, et un photographe qui est allé prendre des vues, des blessés, des morts et des douilles, est aujourd'hui cloué à la prison d'Abomey. Et qu'on me dise qu'aujourd'hui au Bénin, qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion, le rapport d'Amnesty International crie haut et fort parce que nous avons fait une enquête et nous avons fait un compte rendu express signé par le secrétaire général d'Amnesty International, M. Salid Chiti, que nous avons adressé au président de la République par rapport à ce cas. Et nous affirmons haut et fort qu'il y a bel et bien des prisonniers d'opinion, ne serait-ce que ce monsieur-là, parce qu'un photographe qui fait son travail, c'est exactement un journaliste qui fait son travail. Voilà un exemple. Autre exemple de la liberté d'expression, la liberté de presse, on en a parlé. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez vraiment que nous avons une certaine liberté de dire, de faire ce que nous voulons? Même nous qui sommes sur votre plateau, il a parlé de l'inconfort dans lequel vous nous recevez. L'information, la vraie information aujourd'hui, le vrai débat aujourd'hui, la vraie expression aujourd'hui se fait en catimini, avec la peur dans le ventre. Il n'y a que ceux qui décident, un peu comme le président de l'association des consommateurs hier qui a fait un témoignage émouvant. Il dit, je sais, je vais dire ce que j'ai à dire jusqu'à ce qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Est-ce que c'est le pays dans lequel on a dit qu'aucune goutte de sang ne sera coulée et qu'il nous emporte dans ces flots, que nous avons fêté il y a quelques jours, là, 27 ans? C'est ça ce pays? Est-ce que c'est le pays dans lequel la démocratie béninoise a commencé par le campus? Et je respecte toujours certaines personnalités comme les Agbang Bata qui sont aujourd'hui, au fait, de la puissance publique. Nous avons respecté Mercredi Rouge qui a changé certaines choses que nous avons décriées dans ce pays. Mais aujourd'hui, puisqu'on a identifié ces sources de changement, ces leviers de changement, justement, on est en train de faire taire ces différents leviers de changement à l'université. Et tout récemment, on a parlé d'une affaire qui, oui, apparemment n'est pas liée au gouvernement. Le groupe d'activistes sur les réseaux sociaux qu'on appelait Jeunes Promptes Démocrates, je ne sais pas quoi, qui a été suspendu. Mais qui a fait la requête à Facebook pour que ce soit levé? Parce qu'on connaît la capacité, la force de frappe de ce groupe-là. On est en train d'entendre dans les couloirs, et ça devient de plus en plus persistant, qu'il y a des opérations en cours, des lois en cours pour pouvoir restreindre encore l'utilisation des réseaux sociaux dans ce pays. Voilà autant. Ce n'est toujours qu'à l'étape des rumeurs. Attention, mon collègue a dit tout à l'heure que nous ne voulons pas le modèle rwandais au Bénin.
Mon collègue a dit tout à l'heure que l'ensemble des gouvernements, la plupart des gouvernements sont en train de travailler aujourd'hui à avoir à faire incorporer dans les lois leur cynisme à pouvoir tuer la liberté d'expression. Et quels sont nos amis aujourd'hui? La Côte d'Ivoire. Ce que nous reprenons aujourd'hui au campus, c'est ce que la Côte d'Ivoire a fait par rapport à la FECI et par rapport aux opposants politiques. Et vous avez vu tout récemment comment est-ce que les opposants politiques ont été traités dans la rue par Ouattara. Mais c'est nos modèles de développement, ça. Mais ça, on ne peut pas parler de développement, justement, pour revenir à la terminologie telle qu'il décrit. Une croissance économique qui exclut le développement durable, c'est une croissance qui est vouée à l'échec. Et les crises rwandaises, les crises en Côte d'Ivoire, les crises dans beaucoup de pays africains comme dans le monde sont survenues parce qu'on a voulu comprimer l'opinion publique. On a voulu comprimer, s'accaparer de droit à l'expression. Je pense que les autorités de divers pays ont suffisamment appris de cette leçon pour aussi, excusez-moi, aveuglément, reprendre les mêmes modèles. Nous voulons un Bénin où nous pouvons encore parler sans peur. Nous voulons un Bénin où, regardez un peu le paysage des défenseurs des droits humains. Je le disais hier, le désert avance dans notre paysage. Les dinosaures de la lutte syndicale, de la lutte à l'éveil, à la citoyenneté, sont en train d'aller à la retraite forcée. C'est des indicateurs forts. En quoi cela constitue un indicateur fort? Et c'est eux, c'est sur eux que nous nous sommes toujours basés pour pouvoir passer des messages forts et les pouvoirs en place. De toute façon, moi, je n'ai pas encore. Amnesty a une statue internationale et tout ça, mais moi, en tant que fidèle, je n'ai pas encore la statue d'un certain, comment je l'appelle, passez-moi le nom d'un Pascal Todino. D'un certain Todino, par exemple. Dieudonné Lokossou. Dieudonné Lokossou. Je n'ai pas encore la statue de tous ces jeunes lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux qui ont été nommés à des postes pompés aujourd'hui et qui ne peuvent même plus, quand vous les tweetez ou quand vous les provoquez sur leur propre page, bouche bée. On a choisi les meilleurs, on a choisi les bons micros. Jacques Ayadji, il peut encore parler aujourd'hui. À part qu'il travaille bien sur Kolodo et consorts. Mais c'est des gens qui aujourd'hui, Agbang Bata, c'est notre idole à tous. Vous savez que ce monsieur a façonné notre génération. Mais il y a quand même la relève qui est là. Il y a une certaine relève. C'est là où la chose est devenue plus dangereuse. Parce que ces personnes qui ont connu, qui savent, qui ont travaillé avec nous, qui ont formaté les secrets même de la lutte pour la liberté, quand ils sont de l'autre côté où ils ont été transfigurés comme Jésus avec ses apôtres sur la montagne, connaissent les recettes et sont capables de développer les antidotes les plus terribles. Et c'est pour ça que nous, on a peur. Mais malgré cette peur, le troisième message de notre rapport dit résister. Et comme mon collègue l'a dit, mais nous résisterons jusqu'à la dernière minute en toute légalité. Et c'est pour ça que du haut de votre plateau, je félicite l'intelligence de ce que les étudiants ont fait la dernière fois. On leur a dit, ne faites pas sur le campus. Ils sont allés se réfugier dans un hôtel justement qui s'appelle le Refuge. On est allé les trouver là-bas. Ils ont provoqué et le gouvernement a montré sa vraie face. Nous allons continuer dans ces genres d'actions intelligentes. Et nous allons pouvoir amener le gouvernement à nous faire voir véritablement sa réelle position par rapport à la liberté d'expression. Par contre, il y a quelque chose que j'ai oublié. Très rapidement. Oui, très rapidement. Dans les succès du Bénin quand même. Enfin, il y a quelques jours, je n'ai pas encore eu les preuves formelles. Enfin, il y a quelques jours, il semblerait que le Bénin se soit démarqué officiellement de cette tendance à la bêtise de se retirer collectivement de la Cour pénale internationale. C'est à l'actif du Bénin. C'est ce Bénin respectueux des droits humains, respectueux du droit, respectueux de l'état démocratique que nous voulons qu'il soit restitué. Ramlek Gandaro, les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique qui sont restés soumis à des restrictions au Bénin, selon le rapport 2016-2017 d'Amnesty International. Comment vous appréciez la situation? Non,
comme j'ai dit, je le réitère, c'est que les restrictions de liberté sont l'expression d'un refus de dialogue, tout simplement. Et vous savez, je vous donne un simple exemple. Quand vous allez à Kigali, par exemple, c'est une ville qui est militarisée à chaque 200 mètres. À chaque 200 mètres, vous devez voir un agent de police et dont la présence, elle est dissuasive de ce que vous ne devez pas laisser tomber un sachet, vous ne devez pas peut-être uriner sur la voie, vous ne devez pas... Voilà. Bon, mais est-ce que c'est le modèle là qu'on choisit? On choisit le modèle qui transmet à l'enfant à l'école un savoir agir et un savoir être. Qui, sur une bande de 1 km, de 2 km, même où il n'y a aucun policier, il n'y a aucun agent de sécurité, peut spontanément de lui-même, de son savoir-être et de son savoir agir, se dire, on m'a appris à l'école, on m'a éduqué à me retenir, de jeter sachet, de pisser, de faire ci. Chacun choisit ses mots. Et pour ça, je dis en fait que le mal que nous avons aujourd'hui, c'est que les acteurs qui dominent la gouvernance politique au niveau du monde entier sont presque tous dans l'imposture. Parce qu'ils n'ont pas la culture du contrat social qui a amené l'humanité vers des progrès liés à la dignité humaine, tout ça, ainsi de suite. Ils n'ont pas contribué à ça, voyez-vous. Et ils ont été pendant longtemps dans l'ombre des profiteurs. Et puis aujourd'hui, maintenant, ironie du sort, peut-être de leur boulimie ou bien je sais quoi, ils se retrouvent au devant de la scène. Donc, il faut maintenant que nous, on se réveille et qu'on leur apprenne, qu'on insiste sur l'approche du dialogue, qu'on les ramène vers nos valeurs. Moi, je veux bien, effectivement, que Cotonou soit Kigali, que soit Kigali. Avec des citoyens qui sont fondamentalement déjà éduqués à l'approche de ce que je dois me retenir de faire ci, de faire ça. Pas parce que je crains le gendarme, parce que j'ai été bien éduqué à ça. Et pour ça, nos États se sont engagés dans différents instruments internationaux, même au niveau africain, dans la charte pour le bien-être de l'enfant, hein, dans l'article 13, où je ne sais plus quelle disposition, à transmettre à l'enfant l'éco-citoyenneté, à transmettre à l'enfant, même dans notre constitution, droit de l'homme, article 40, éducation aux droits de l'homme, tout ça, ainsi de suite. C'est autant de choses sur lesquelles nous avions convenu de travailler pour avoir des citoyens d'une qualité donnée, pour que Cotonou soit l'une des meilleures villes, des villes les plus propres. Mais les mêmes élites n'ont donné aucun corps, aucune vie au convenu social à cause des connivences incestueuses pendant 25 ans de démocratie qu'ils ont entretenues avec un milieu de finances qui n'a pas été régulé et qui a foutu le bordel partout. Et aujourd'hui maintenant, nous nous retrouvons encore avec les mêmes qui ne tirent pas conséquence de leurs erreurs du passé et qui veulent dans la brutalité corriger les erreurs au mépris des valeurs et principes pour lesquels nous avions convenu par le passé. Vous savez, j'observe tout simplement que nous irons de mal en pire. Parce que comme... j'ai pas espoir. Parce qu'ils sont... J'ai pas espoir. Vous êtes carrément pessimiste. La vision et l'idéologie qui présument et qui préside la démarche, et lorsque vous la connaissez, vous êtes d'avance aguerri à ce que ça s'appelle lutte facile. Parce qu'il est question de part et d'autre de conviction pour chacun. Ces acteurs sont convaincus qu'il leur faut aller comme ça, parce qu'ils ont une perception de l'État marché. L'État où eux, ils conçoivent et nous, on consomme. L'État marché. Ils n'ont pas une perception de l'État comme quoi c'est un regroupement de personnes avec des valeurs et un convenu. Non. Ce n'est pas ça leur perception des choses. Vous estimez que les choses vont aller de mal en pire? Parce qu'il y a une divergence de point de vue sur l'État, sur le regroupement humain que nous faisons. C'est ce que je vous explique. Et il faut que nous forcions dans le dialogue, qu'on dialogue. C'est pour ça que je dis, le dialogue avant tout. Si on ne dialogue pas avec eux, s'il n'y a pas une passerelle d'échange sur les valeurs et principes, ce n'est pas la peine. Eux, ils sont convaincus qu'ils nous font du bien. En nous déposant, en nous injectant, en fait, ce qu'ils pensent de bien pour nous, sans en parler avec nous. Ils en sont confiants. Vous avez vu le responsable de la communication du régime, ce qu'il a dit la dernière fois sur une de vos télévisions, sœur, comme quoi, oui, vous critiquez aujourd'hui, mais dans 3 ans, vous n'allez plus critiquer, vous allez applaudir. Ça veut tout dire. Ils ont la conviction de ce qu'ils veulent faire. Mais au mépris, à quel coût? C'est-à-dire, à quel coût social, ça ne les intéresse pas. Il a mentionné tout à l'heure la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, la Côte d'Ivoire, pendant qu'elle était à 8%, 9%, 10% de croissance pour ces dernières années, dans le même temps, aller chercher son rang dans l'indice mondial de développement humain. Aller chercher son rang dans l'indice mondial de développement humain. Aller chercher son rang. Mais c'est un rang exécrable, minable.
Lorsque vous fréquentez Abidjan et vous résidez habituellement à Assini, vous êtes dans une autre Côte d'Ivoire que celui qui réside dans les boings d'Abobo Bien-être civil. Voilà la réalité. Donc, nous sommes dans différents mondes. Dans différents mondes, et il faut établir un pont de dialogue entre ces deux mondes. L'autre monde, avec condescendance, ou dans des... Vous avez vu, j'ai écouté le chef de l'État dans un élan bonapartiste qui voulait vraiment que son mandat soit un mandat de gloire et de succès pour lui, qu'il fasse du Bénin vraiment un pays. Oui, vous voyez, mais comme je le dis, dans un élan bonapartiste, parce que l'État est une continuité. Il faut lui expliquer qu'il peut déjà poser les bases, les bonnes bases, pour que dans la durée, même celui qui le remplace soit obligé de poursuivre son travail. Pour que le résultat pour lequel il veut, à un coût social inadmissible, avoir des résultats dans 5 ans, qu'il tolère que ces résultats-là viennent dans 15 ans, dans 20 ans. Mais que l'histoire retienne qu'il a fait un travail, qu'il a fait une fondation pour la durée et qu'il mette un peu en veilleuse sa gloire bonapartiste à laquelle il aspire. Ramlek Gandaro, il y a tellement des choses à dire sur les droits humains. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Il y a un point que j'aimerais vraiment qu'on aborde, le surpeuplement dans les prisons. Cela a été également, le Bénin a été également étiqueté sur ce point. Il nous reste 2 minutes, 1 minute à chacun de mes invités. Ramlek, je sais que c'est l'une de vos luttes. Hein? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point? Je dois saluer l'engagement du garde des Sceaux à beaucoup plus axer ses interventions dans ce milieu. Parce que nous avons, depuis le 29 mai 2013, observé l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale avec des innovations limitatives de la durée de détention préventive et dans les milieux carcéraux, que ce soit en matière de délit ou en matière de crime. Et comme c'est des lois de procédure, avec la possibilité d'une rétroaction et par rapport à l'application, puisque l'application pourrait se révéler donc plus douce. Et c'était de rigueur que les statistiques ahurissantes que Amnesty International nous sortait en 2013 toujours. Je suis par exemple un civil de Cotonou, où vous aviez près de 97,25%, je crois, il disait en ce moment, de détenus et de personnes en détention préventive, que progressivement la mise en œuvre de ces dispositions novatrices du Code de procédure pénale amène à dégraisser en fait nos prisons de façon... Parce que le principe en matière pénale, le principe est la liberté et la détention, l'exception. Donc, le juge des libertés et à sa tête le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ressort ont vraiment l'obligation donc de réguler les garanties que voudrait le juge d'instruction dans la quête de l'information judiciaire pour que le procès soit bien mené, mais en ayant à l'esprit que la personne, dans ces conditions-là, et la personne mise en cause, jouit du principe selon lequel la liberté est le principe et la détention l'exception. Et si on respectait correctement cela et que pour peu qu'il y ait une procédure ouverte, on n'envoie pas aux frais, ou bien pour peu que la personne soit envoyée aux frais pour l'information judiciaire, l'information judiciaire ne dure pas au-delà des délais, je crois, de 3 ans et 5 ans, selon que ce soit délit ou crime. Si on reste dans cette marge-là et qu'il y a une régulation et que les autorités judiciaires impliquées jouent leur rôle sur ce point, je crois que nous irons à une dégradation des prisons parce que c'est la surpopulation carcérale qui induit de façon insidieuse aussi les mauvaises de séjour carcéral et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il faut, et sur ce point-là, espérer qu'ils aillent plus loin dans les réformes. Alors, M. Kikan, nous sommes presque à la fin de cette émission. Des efforts ont été faits, mais le Bénin a toujours été épinglé sur ce point, le surpeuplement des prisons. Non, sur ce plan, comme il a dit, le garde des Sceaux semble avoir une démarche que nous apprécions. Et j'ajouterais au nouveau code de procédure pénale, la nouvelle politique pénale que le garde des Sceaux vient de sortir et qui devrait donner un corps opérationnel à ce nouveau code de procédure pénale. Reste à ce que nous sommes attentifs et que nous essayons de suivre. La direction des droits de l'homme, la direction des affaires pénitentiaires et de la protection des droits de l'homme semble en train de travailler vraiment sur ce domaine-là et nous avons espoir. Et parlant d'espoir, contrairement à M. Gandaro,
je pense que nous devons garder l'espoir. Nous devons garder l'espoir pour nous, nous devons garder l'espoir pour les générations à venir. Et donc, c'est pour ça que nous allons nous battre. Nous allons nous battre, collaborer s'il le faut, aller en confrontation si nous le devons, pour que la liberté reste dans ce pays, pour que notre cri sonore reste libre dans ce pays, pour que les organes soient libérés et que les associations syndicales... Nous avons largement dépassé le temps qui nous a été accordé. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Fidèle Kikan, directeur exécutif d'Amnesty International au Bénin, Almeg Gandaro, président de l'ONG Changement Social Bénin. Merci d'être passé avec vos différentes opinions. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi une fois encore d'avoir été en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur Sika.